Vous êtes des milliers à nous écrire pour savoir ce que devient votre émission Surface de vérité. Eh bien, rassurez-vous, l'émission politique est bien de retour après quelques mois de vacances bien méritées. L'actualité politique nationale, vous le savez, est très fournie en ce moment et donc les stars de la politique et de la société civile vont encore se succéder sur ce plateau pour apporter leur part de vérité. Et pour ce premier numéro de la saison 3, honneur aux dames, c'est une figure qui rime avec engagement féminin sur la scène politique nationale. C'est une femme d'affaires, ancienne députée. Les 3 S sont sur ce plateau. Entendez Sarah Sérémé, la présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement. Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la saison 3 de Surface de vérité. Madame la présidente, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est la deuxième fois donc, que vous passez sur ce plateau de Surface de vérité. Alors, tout de suite, on y va avec votre parti, le Parti pour le développement et le changement PDC, créé fin 2012, c'est bien ça. Quels acquis depuis la création de ce parti? Nous pouvons dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons créé le parti dans des moments assez difficiles. Nous avons fait notre bout de chemin. Nous avons vu que sur le plan national, nous avons pu nous implanter. Et nous travaillons à davantage implanter le parti. Et nous avons été acceptés puisque nous avons fait l'option d'être dans l'opposition. Et au niveau de l'opposition, je pense que nous apportons également notre contribution de manière saine, sereine et de manière engagée et déterminée pour atteindre l'alternance, le changement de manière générale, le changement de comportement et de mentalité comme nous le prenons. Vous êtes accepté parce que vous êtes dans l'opposition. Quand on n'est pas dans l'opposition, on ne se fait pas accepter? Pas forcément parce que je venais quand même de la majorité. Et je pense qu'au-delà des discours, le peuple regarde à tes actes. Il regarde la concordance entre tes discours et tes actes. Sinon, tu peux dire que tu es dans l'opposition et tes actes prouvent le contraire et tu ne seras jamais accepté. Maintenant, à travers les actes que tu poses, on regarde et le passé, les actes même passés te suivent également. Et on essaie de faire la part des choses. Et en cela, je pense que nous avons convaincu les femmes, les jeunes, de manière générale, le peuple burkinabé, même africain ou international, on nous félicite. Et je prie Dieu que nous continuions, surtout dans l'esprit de défendre l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple burkinabé, et non de penser prioritairement à nos intérêts personnels. Et tant que nous pourrons travailler, œuvrer à l'ancrage démocratique, à l'alternance au Burkina Faso comme base de l'ancrage démocratique, tant que nous pourrons apporter notre pierre dans la construction de l'édifice, je pense qu'on aura déjà apporté un plus au niveau de la nation. Chaque fils a ce devoir d'apporter sa contribution à l'édification de sa société. Et tous les citoyens consciencieux et engagés qui acceptent d'aller avec le PDC, avec nous, dans notre noble combat, je ne peux que les encourager, les féliciter et demander encore au peuple de nous faire plus confiance. Vous parlez parfois, ou je dirais même souvent, de vrais militants. Est-ce qu'au PDC, effectivement, vous avez ces militants-là, les vrais militants? Je pense que si nous avons eu ces acquis, ce n'est pas seulement de l'œuvre de Sarah Sérémé, la présidente, mais de l'ensemble de tous les acteurs qui ont envie de changement, qui ont envie de voir un plus s'installer au Burkina Faso, qui ont envie de voir d'autres visages apporter, imprimer également leur marque et impacter positivement l'avenir du Burkina Faso, qui ont envie de savoir qu'ils vont vers un parti qui est crédible, en qui ils peuvent s'identifier et avec qui ils peuvent relever les défis. Donc, je pense que nous avons des personnes très engagées et confiantes avec qui nous cheminons. Engagés et confiants, ça veut dire que quelque part, ils ont été convaincus. Quel discours avez-vous tenu quand on sait que vous venez donc du parti majoritaire? Ce n'est pas toujours évident. J'aimerais dire qu'on aime rappeler juste le passé récent. Et le passé récent, même 20 ans, c'est un passé récent. Avant d'être dans la majorité, j'étais également une opposante chevronnée, et sinon parmi les toutes premières ou tout premiers à être opposant en tant qu'homme politique avec grand H. Donc,
Je pense que je n'ai que retrouvé... Et après, vous êtes allé à la soupe alors? Je ne sais pas si on appelle soupe parce que je n'ai jamais été même un planton dans la fonction publique, ni occupé un poste nominatif quelconque. Je suis toujours allée à la base me faire élire et jamais en position d'éligibilité comme tête de liste. Toujours en dernière position, mais je suis toujours passée à cause de la confiance du peuple. Et je souhaite toujours œuvrer dans ce sens. C'est là la différence parfois entre les hommes politiques grand âge, parce que quand les femmes s'engagent, elles s'engagent de plein cœur, elles s'engagent par conviction. Elles ont envie vraiment d'apporter quelque chose. Elles ne savent pas regarder, comme on dit en Afrique, traduction littéraire, par la main gauche leurs parents. Elles ont envie toujours d'aider la population, leurs parents, à sortir de la misère, des carcans qui les embrigadent. L'Afrique, c'est le social. L'Afrique, c'est cette diversité de visions, d'opinions, mais en nous basant sur la solidarité. Et nous n'avons pas envie d'importer des politiques qui ont été élaborées dans des laboratoires extérieurs qui ne s'adaptent pas à nos réalités. On se rappelle encore de cette rencontre au niveau du CBC, effectivement. Vous parlez de changement de mentalité. C'était votre combat. Est-ce que vous avez l'impression, quelque temps après, effectivement, qu'à ce niveau, vous avez réussi votre pari? Je pense avoir apporté ma touche et je pense avoir beaucoup apporté. Et c'est pour cela qu'après analyse situationnelle, j'ai vu qu'il nous faut beaucoup travailler sur la jeunesse qui a envie, qui a soif de changement, mais qui n'était pas suffisamment encadrée. C'est très facile de rester dans les salons, autour du thé, à l'école, critiquer sans rien proposer, critiquer en plus sans aucune base fondamentale de formation politique. Et c'est pourquoi on me voit beaucoup sur Facebook, où je descends et j'apporte la formation jusque dans les tablettes, dans les portables, à travers des messages qui permettent à la jeunesse de faire la part des choses, de connaître les anciens, sur qui nous aussi nous avons appris, que ce soit les Mandela, que ce soit les Martin Luther King, que ce soit les plus grands que nous avons connus au niveau des États-Unis, de l'Inde et tout, tous ceux qui ont pu apporter un plus, qui ont pu marquer leur société, qui ont pu faire évoluer leur société, nous leur donnons comme exemple et nous discutons ensemble de la situation du Burkina Faso, comment nous en sortir, comment œuvrer à l'Union africaine, quelle politique adéquate y aller, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du Burkina. Quand nous critiquons, nous proposons, nous ne sommes pas là pour juste des critiques simples. Donc nous voulons ce changement de comportement et de mentalité pour que les gens comprennent l'alternance ne peut être effective qu'avec ce changement de comportement et de mentalité. Comme je dis, quand les jeunes qui sont majoritaires, qui font plus de 70% de notre population, ne comprendront pas qu'il faut s'inscrire sur les listes, qu'il faut aller voter pour pouvoir choisir la personne de son choix. Pas forcément nous, c'est à nous de les convaincre que nous sommes le bon choix ou quelqu'un d'autre en qui ils se retrouveront. L'essentiel, si nous prenons l'alternance, est qu'il y ait la personne la mieux indiquée qui puisse occuper le poste qui lui sied, mais à travers d'abord la confiance du peuple. Comment amener cette population à comprendre parfois qu'elle est grugée et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter juste par peur, il ne faut pas accepter juste parce qu'on a acheté vos consciences. Et aujourd'hui, nous voyons, nous disons aux gens, il y a la misère, il y a la pauvreté, mais la dignité ne s'achète pas. On nous appelle pays des hommes intègres. Ce n'est pas un mot qui est venu du néant. C'est des aînés qui se sont basés sur notre caractère intrinsèque du Burkinabé. Quand vous demandez le Burkinabé à l'extérieur, c'est l'homme simple, c'est l'homme intègre qui ne se vend pas. Cette intégrité aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. Je pense que c'est un formatage qui a été fait. Et c'est à nous d'œuvrer pour sortir justement la population de ce formatage. Le fond reste. Quel que soit, si vous fouillez, on ne peut pas tout perdre. Et donc, nous souhaitons qu'on ne soit pas trop intransigeant, c'est vrai, mais qu'on amène cette nouvelle génération à comprendre qu'elle seule peut se battre avec conviction pour pouvoir améliorer son quotidien et faire développer son pays. Personne ne fera ce combat à leur place. Voilà. Après quelques années d'expérience en dehors du parti majoritaire, c'est vrai, vous étiez dans l'opposition avant de venir... sans être dans un parti d'opposition. Sans être dans un parti d'opposition. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile, la vie d'opposant, surtout quand on est femme leader de parti? Je vais vous dire, aujourd'hui, certains sont étonnés, mais pour moi, la vie d'opposante aujourd'hui est beaucoup plus aisée que quand je le faisais en 87, 88, jusqu'en 88, oui, jusqu'en 2000. Parce qu'avant,
jusqu'à un certain moment, c'était des temps d'exception. Et c'est pourquoi, justement, je suis passée par beaucoup d'affres. Quand tu osais t'opposer, tu te retrouves au Conseil de l'entente, vite fait, bien fait, avec des tortures, avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut parler, on peut discuter. Ben, on peut aussi, c'est vrai, te liquider sans trace, c'est vrai. Mais au moins, quand il y a des preuves, on peut recourir. Ce qui est sûr, c'est beaucoup moins accentué les affres qu'avant. Donc, même maintenant, nous subissons des pressions, nous subissons des menaces, ça c'est vrai, indéniable. Mais je pense que cela n'a jamais arrêté la conviction. C'est pourquoi on dit l'engagement doit être d'abord une affaire de conviction. Et tant qu'on n'a pas la conviction, mais on abandonne les premiers problèmes. Hein? Moi, quand on essaie d'investir ma maison, de tuer mes enfants, de m'égorger dans ma voiture, de m'empoisonner et tout, quand on interdit... Vu, hein? Ah oui, j'en ai vu quand même, on interdit les gens de venir chez toi parce qu'ils ont peur et tout. Hein, ou qu'on t'envoie parfois à certaines structures étatiques, n'importe comment, pour te faire subir des humiliations. Mais c'est des guerres psychologiques. Mais c'est de bonnes guerres. Moi, la seule différence où je me dis, ben, c'est encore mieux qu'avant. Est-ce que c'est aussi évident pour vos affaires aussi? Pour les affaires, c'est évidemment difficile de faire des affaires au pays ici qui va te donner un marché sans que tu n'encours les affres de certaines personnes zélées, même si ce n'est pas la première autorité qui leur donne des ordres de ne pas faire cela. Certains estiment qu'il faut même éviter certaines relations avec certaines personnes. Mais c'est également un choix. Je vous dis, j'ai vécu plus que ça parce qu'avant même, quand une amie s'arrêtait à ma porte, on t'amène à la sûreté 1 ou 2 jours pour demander pourquoi tu es allé chez elle. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aujourd'hui encore, tu as des militants qui t'entourent. Ça veut dire que quand même, il y a des gens qui osent, il y a des femmes qui t'entourent. Donc, non, moi, je pense qu'il y a eu une évolution. Hein? Il nous faut maintenant œuvrer à ce que cette évolution continue et non qu'elle soit bloquée quelque part parce que certaines personnes de certains clans ne veulent pas du tout entendre parler d'alternance. Il n'en est pas question. S'il faut que nos vies y restent pour que ça bouge, cela sera. Mais comme je dis, ce que Dieu a écrit sera et rien n'y peut. D'accord. Et c'est de bonne guerre. L'alternance, il faut se battre, surtout au niveau de l'opposition. Il faut surtout avancer en rang serré. C'est vrai que ça se fait déjà. Récemment, vous avez reçu la visite du MPP, vos anciens compagnons du CDP, et il a été question de mutualiser les efforts. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce qu'à un moment donné, on a parlé de fusion. Oui, les gens se sont vite empressés de parler de fusion parce qu'on venait de la même barque, parce qu'aussi peut-être on a les mêmes objectifs, les mêmes idéaux. Rien n'est à exclure en politique, comme je dis. Mais pour le moment, je l'avais bien dit, nous allons justement dans une mutualisation de nos efforts, comme cela se fait au CEFOP. C'est une mutualisation des efforts de toute l'opposition. Mais les gens comprennent très vite ou autre chose, voilà. Mais je m'entends très bien avec les dirigeants du MPP. Est-ce que quelque part, ce n'est pas hypocrite tout ça, quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps encore, ce sont ces mêmes autorités avec vous après votre départ? Il est clair qu'on a du mal à comprendre la sincérité de ces rapprochements. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces autorités, à mon encontre? Ils étaient encore responsables quand vous êtes partis. On suppose que quelque part, votre départ, ils y sont pour quelque chose. Vous savez, premièrement, je n'aime pas personnaliser les problèmes. Et deuxièmement, ils n'étaient pas les responsables du parti, ils étaient plutôt au garage, des conseillers sans conseil ou sans droit de consultation. Non. Mais en plus, je ne personnalise pas les actes. Parmi eux, peut-être d'autres ont eu certaines... On peut même avoir eu des problèmes à un moment donné. Mais la politique, c'est pas ça. Même ton ennemi d'hier peut devenir ton ami aujourd'hui et vice-versa. Mais je veux dire, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'alliance contre nature avec les gars du MPP? Écoutez, si même aujourd'hui le président du FASO ne se présente pas et qu'il dit, même s'il reconnaît la Constitution et qu'il n'y a aucun problème particulier avec nous, vous allez nous voir en train de travailler. Même aujourd'hui, il est au pouvoir, s'il est ouvert, mais on travaillera avec lui. La politique, pour moi, ce n'est pas un problème de personne. Il y a des gens qui ont posé des actes de manière zélée parfois pour faire plaisir
pour faire honneur au poste qu'ils occupent. Mais j'estime que c'était leur conviction du moment. Et vous allez rencontrer ces mêmes personnes dans d'autres contextes. Ce ne seraient pas les mêmes personnes. Non. L'essentiel est qu'on ait les mêmes visions à un moment donné. On ait les mêmes objectifs à un moment donné. Et puis, même s'il faut faire des liaisons contre nature pour atteindre un objectif, on le fera. Dans tous les pays, ça s'est fait. Quand on veut atteindre le changement, il faut d'ailleurs qu'on évite maintenant de chercher à se positionner soi-même. C'est ça qui est parfois le vrai problème dans les coalitions. Les gens croient que tout est déjà gagné, on vend la peau de l'ours avant de l'avoir acheté, et puis on commence à dire « Ah, il faut que je bloque tel parti, sinon je ne pourrai pas me positionner. » Vous pensez qu'il faut encore plus de solidarité pour pouvoir... Toujours. On a toujours besoin de plus de solidarité. On n'atteint jamais le paroxysme dans le domaine de l'union et de la solidarité. Et on en a besoin pour atteindre notre objectif. Ceux qui sont en face ne sont pas des agneaux, ils ne sont pas des enfants. En politique, nous sommes dans une jungle. Et vous avez des dinosaures qui sont là. Parce que visiblement, en votre sein, au sein de l'opposition, il y en a qui pensent que le combat est déjà gagné d'avance. Je ne sais pas si certains vous l'ont fait croire, mais... Quand on les entend parler, c'est comme c'est... alors là, si c'est vrai que certains le disent, ils se trompent lourdement. Parce que vous étiez dans le régime, vous savez ce que ça vaut. Je sais ceux qui sont en face de moi, je sais ce qu'ils valent, je sais ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, le débat et le combat est beaucoup plus intéressant et plus âpre. Parce que quand tu ne connais pas l'adversaire, tu te trompes très facilement. Et nous connaissons l'adversaire. Même quand vous avez un match avec une équipe de football, il faut savoir et connaître celui que tu as en face. Nous savons ce que nous avons en face. Et nous ne... D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que quand tu vas à un combat, prends une arme bien solide. Si ton adversaire est faible, tu l'écrases. Et s'il est fort, au moins tu l'évanouis, tu l'anéantis. Donc moi, je ne prends jamais un adversaire pour un petit, quoi. Voilà. Tout récemment, il y a Arba Diallo qui nous a quittés. C'est un vide difficile à combler pour vous, l'opposition. Puisse la grâce divine le recevoir dans ses verts pâturages et puisse son âme reposer en paix. Arba Diallo, c'est un aîné, c'était une figure emblématique, un grand homme que le Burkina a eu, qui est resté fidèle à ses idéaux, à ses convictions jusqu'à la mort. Nous avons vu qu'à sa mort, beaucoup se sont réclamés être ses amis proches d'ailleurs. Comme je dis, le tigre ne proclame pas sa tigritude, cela se voit. Nous connaissons les amis de Arba Diallo, mais c'est encore un exemple pour nous parce qu'il nous montre qu'au-delà justement de la politique, nous devons cultiver le social et que la politique n'est qu'un lieu de combat d'idées, comme nous l'avons défini tantôt, et non un lieu de bagarre de chiffonnier. Donc c'est bon qu'ils soient amis, ils restent amis avec toutes les tendances. Nous avons vu ce qu'il a fait à Dori, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, parce qu'il a eu envie d'impacter son monde. Et si tous les cadres, oui, si tous les cadres du Burkina Faso comprenaient que tout ne peut pas être fait seulement par Ouagadougou, ni par le gouvernement d'ailleurs, quel que soit le gouvernement qui viendrait, mais que chacun doit apporter son expertise en tant que, comme vous le dites bien, un bâtisseur, en tant que fils, digne fils, pouvant vraiment apporter ce qu'il a appris à l'extérieur, à sa localité, nous aurons gagné beaucoup. Il est vrai que parfois tu peux développer des initiatives et qu'il y ait des blocages, mais il serait toujours bon d'essayer de dépasser les limites auxquelles nous sommes exposés, les carcans qui nous sont exposés et aller vers sa localité, apporter sa contribution. Développement local, vous? Bien sûr, je suis pas un politologue ou une politologue. J'adore faire la politique, mais par le développement social, le développement du terrain, en aidant les populations depuis ma base à avancer, tant que j'ai les moyens d'agir. Qu'est-ce que vous avez fait pour les vôtres? Je pense que si je vais me mettre à citer, vous avez dû suivre Iliabel Lurette. J'ai quand même déjà réalisé un centre au Sourou qui fait presque aujourd'hui avec le matériel une valeur de 500 millions. Je pense qu'il me faut au moins 50 ans de députation sans avoir touché à 1 franc si on estime que le député a 1 million par mois
pour pouvoir réaliser ce centre. Je pense que quand j'organisais également le Festival international de lutte traditionnelle, je mettais au moins 100 millions par an. Et 100 millions, ça me fait mes 10 ans de députation sans avoir touché un franc. Donc, je passe sur les actions de solidarité, d'excellence que je menais, parce qu'il y avait des moments où je prenais plus de 1000 filles, 500 filles, 500 enfants nécessiteux, je prenais leur scolarité en charge. Hein, ce que je donnais aux anciens, aux populations, aux jeunes, les projets aux femmes, je n'en finirai pas de citer parce que je me gêne chaque fois de dire ce que j'ai fait, moi-même j'ai apporté, parce que ce n'est jamais suffisant. Tu as l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer. Nous avons ce problème de goudron qui a coûté mes hangars entre-temps avant que les politiciens ne viennent brûler ma maison. Donc, on apporte certaines choses. Là, je ne parle pas de ce qu'on a pu impacter à travers les investissements de l'État, mais je parle de mes apports personnels à fonds propres que j'ai pu faire, parce qu'avant, j'étais quand même entrepreneur et Dieu m'avait béni. Les moyens que j'avais, je venais les mettre à la disposition de ma population. Je ne suis pas du genre qui reste à Ouagadougou pour c'est ce qu'on demande en tout cas à vous, hommes politiques, c'est-à-dire travailler effectivement pour la base, se mettre au service des autres. Et effectivement, Arba Diallo, c'est un bel exemple de développement au niveau local. Malheureusement, beaucoup aussi viennent en politique pour chercher de l'argent. Ben c'est vrai, dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. Vous verrez des journalistes qui n'ont aucune conviction, vous verrez des enseignants qui n'ont aucune conviction, vous verrez d'autres qui en ont. Voilà, chacun vient dans un domaine et chacun a ses raisons. Mais en politique, j'estime que quand tu y viens d'abord pour aider le peuple. Parce que ce n'est pas une fonction. Hein. Tu viens pour changer la donne qui existe, sortir de ce carcan. Et quand tu veux bouleverser les donnes, certains l'appellent de la révolution, pourquoi pas si ça peut amener à un changement qualitatif sans aller vers des bains de sang et autres. Donc pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. Et quand tu y es pris, comme on dit, c'est un virus, tu n'y peux rien. Même si tu restes chez toi, ça te rejoint. Et ceux qui vont dans la société civile, c'est un pas également qui leur reste à franchir pour aller à la décision. Parce que même si tu as envie de faire la pression pour changer les choses à travers la société civile, tu sauras que tu ne peux rien changer tant que tu n'as pas la décision en main. Et c'est la décision qui fait la gestion de l'État qui peut amener les changements auxquels on aspire. Et c'est ça, nous, notre préoccupation aujourd'hui. On est venu à la politique. Aujourd'hui, j'ai créé un parti parce que j'ai vu que militer, avec les idées que j'ai, j'avais toujours des limites. J'avais toujours des ennemis politiques qui n'ont, disons, des adversaires politiques qui ont confondu avec l'inimitié politique. Et donc, je me suis dit, il faut aller carrément à la conquête du pouvoir d'État. Et la conquête et la gestion du pouvoir d'État, c'est en ça qu'on crée un parti politique et on amène ses visions et on fait changer les choses. Arba Diallo l'a fait dans sa zone sans être chef d'État, mais il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, vous dites la politique, c'est un sacerdoce pour vous. Malheureusement, avec l'évolution, le développement de l'actualité politique nationale, actuellement, on n'a malheureusement pas l'impression que cet aspect des choses, cette valeur-là, s'y retrouve. Normalement, quand on parle de sacerdoce, on pense à une bonne dose de morale, d'honnêteté. Je parle là du dialogue politique national, un échec déjà, à peine mis en place. C'était prévisible, ça? Certains l'avaient prévu, nous pas, puisqu'on y allait. Franchement, est-ce que vous y croyez? Moi, oui. Vous savez, tout change. Hein? Rien n'est figé en politique. Même les hommes changent. Il y a des données qui peuvent amener un homme à changer. Le dialogue politique, le président du FASO ne l'a jamais convoqué en allant lui-même à l'ouverture et en mettant les partis ensemble. C'est la première fois qu'il le fait. Donc pour nous, ça veut dire qu'il a vu la nécessité, en tant que premier garant de la cohésion et de l'unité nationale, de sauver son pays. Il a été élu pour ça. Et donc, pour nous, on y croyait. C'est vrai que nos militants, les populations, beaucoup nous interpellaient. Beaucoup n'y croyaient pas à cause des antécédents. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dialogues aussi, dont les résultats ont été biaisés. Et évidemment, nous sommes allés, nous avons cru jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous nous réveillons et voyons que nous sommes limités et que nous ne pouvons pas continuer ce jeu, disons, de dupes.
Entre nous, est-ce que vous y avez véritablement mis de la bonne foi? Parce qu'on connaissait déjà les positions suffisamment radicalisées et dès le départ déjà, on sentait que personne n'était prêt à faire des concessions. Mais déjà y aller, c'est de la bonne foi. Si on n'y allait pas, nous n'aurons pas eu de bonne foi. Nous sommes juste allés, avec un regard dans le passé. Non, nous sommes allés d'abord. Pour éviter qu'on dise encore que l'opposition a boycotté un cadre de dialogue. Quand on adopte ce genre de position, on n'est pas dans les on-dit. Nous sommes des responsables. Nous sommes allés d'abord par respect pour le chef de l'État, qui nous a, en tant qu'institution, je précise, qui nous a invités à y aller. Il est le président de l'opposition comme de la majorité de tous les Burkinabés, jusqu'en 2015 en tout cas. Deuxièmement, nous sommes allés cherchant également une solution pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Sans la paix, nous ne pouvons pas parler de développement ou même de changement auquel nous aspirons. Nous sommes allés donc espérant trouver ce consensus qui va nous permettre de sortir de l'ornière. Et avec toute la bonne foi qui s'y est. Et d'ailleurs, les débats étaient empreints de cordialité et de fraternité entre nous. Nous ne sommes pas ennemis. Nous avons juste des positions différentes et divergentes. Mais évidemment, nous avons affirmé nos positions, chacun les connaissait. Eux, ils avaient leur position. Mais c'est au cours du dialogue, c'est un dialogue qui permet d'atteindre un consensus. Mais au début, chacun a ses positions. Mais maintenant, si le dialogue évolue, on peut connaître quel peut être le consensus qui va se dégager. Mais le fait d'y aller, et que d'abord, dès les préalables, on nous demande d'adopter, nous avons demandé des termes de référence au chef de l'État. Quand nous avons vu ces termes de référence, c'était presque une injure, parce qu'on nous demandait la légalité de l'article 37, point d'interrogation de nous prononcer sur ça. Il y avait seulement 3 points. Si oui, sa révision, donc la légalité de la révision de l'article 37, si oui, elle est légale, quelles sont les mesures consensuelles pour la mettre en œuvre, et troisièmement, les mesures pour l'applicabilité du Sénat. Enfin, comme s'il ne peut pas y avoir sinon. Voilà. Et on ne peut pas venir à un dialogue avec eux déjà, eux, leur position. C'est eux qui ont amené même leur position par écrit, s'il vous plaît, comme terme de référence. Et nous l'avons amendé. Nous avons demandé d'abord au chef de l'État qui a dit non, c'était juste pour nous guider parce que lui-même, il ne voulait pas faire de terme de référence. C'est l'opposition qui a exigé. Mais c'est normal, on se base sur un document de départ pour aller de l'avant. Et comme il a dit, c'est juste pour nous guider, remettez-vous ensemble et adoptez ensemble des termes de référence. Donc, on a rééquilibré en mettant la question de la révision de l'article 37. Ça veut dire en ce moment, le débat est large. Celui qui va arguer pour argumenter pour le oui ou le non, on verra ce qu'il faut faire. La question du Sénat, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons ajouté les autres points comme la question du fonctionnement du Conseil constitutionnel, de la CENI, ainsi que la participation de la société civile. Voilà. Qu'on ne nous dise pas que c'est des efforts. Là, pour nous, c'est un plus à ajouter à ce document parce que c'est bon de parler de l'article 37, mais si on ne traite pas également des questions qui ont trait à l'élection, ça va être un point de blocage plus tard. Et que ce soit le Conseil constitutionnel ou la CENI, ça fait partie des questions qui ont trait, évidemment, à l'élection de 2015. Et quant à la question, à la participation de la société civile, nous pensons qu'avec la crise quand même qui a eu lieu et l'apport inestimable de la société civile, on ne peut pas faire fi de cette couche sociale-là et aller à un dialogue juste politique. Voilà, c'est des Burkinabés qui se sont engagés de part et d'autre, mais qui ont aussi leur contribution à apporter dans le débat. Et voilà ce que nous avons posé. Mais maintenant, même les autres dialogues qui n'ont pas vu l'application exacte des conclusions, mais ou même quand vous allez dans des séminaires, vous adoptez des termes de référence ensemble, de manière consensuelle. Mais en adoptant ces termes de référence, vous statuez quel est le statut des résultats qui vont sortir de ces travaux. Mais quand dès le départ déjà et qu'on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui sera les points non consensuels et que vous exigez déjà. Ah non, nous sommes en politique, il faut anticiper. Il faut prévoir. Celui qui ne sait pas prévoir en politique ne mérite pas de diriger, ni d'être appelé politicien. Donc, ce n'est pas une question de peur, c'est des principes. Ce n'est pas une question de peur. C'est ça, je dis. Même si vous partez dans un séminaire, vous adoptez des termes de référence. Et pour nous, en plus, si c'est la peur, on connaît ce qui s'est passé pour les autres résultats, comme je vous dis. Leurs applications ont beaucoup été déviées dans le temps, on l'a vu. Mais deuxièmement, sur cette question, on ne peut pas ne pas demander, vous parlez des mesures, on va adopter des trucs consensuels. Les mesures consensuelles, qu'est-ce que d'abord le consensus? On a demandé, on s'est entendu.
Les mesures consensuelles, qu'est-ce qu'on va en faire? On s'est entendu qu'elles vont être appliquées. Les mesures non consensuelles, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà là où ça a bloqué. Parce que tu ne peux pas aller à un débat et estimer que tout sera positif et que tout va couler de soi. Ce n'est pas vrai, c'est un sérieux. On sait qu'il peut y avoir des points d'achoppement. Il y aura des points où vous allez vous entendre. Même le CCRP, qui est le débat récent, il a été dit que les points non consensuels restent en l'état. Ce n'est qu'au discours de clôture où le président a dit on peut quand même toujours réfléchir sur les points non consensuels. Elles peuvent rester en réflexion. Mais on ne change pas les normes d'un match, même pas en cours de match, c'est à la fin du match que lui, il a dit ça. Mais nous, non, nous maintenant, en allant à ce dialogue, nous avons estimé qu'on ne peut pas faire moins quand même que le CCRP. Quand même, c'est la première fois que l'opposition officielle venait au dialogue avec la majorité et avec le chef de l'État qui coiffe. Donc, le minimum ne nous demandait pas d'aller dire que nous, les points consensuels, on va s'entendre, aménager des choses, on l'applique. Et là où on ne s'entend pas, on le laisse à la discrétion des prérogatives du chef de l'État. Je vous en prie. Comme je l'ai dit, si c'est cela, qu'on dise actuellement le président du Faso est le médiateur de la crise, co-médiateur de la crise malienne, qu'on dise que le problème Touareg et ainsi qu'avec Bamako, là, Ibeka, en dernier ressort, décidera. Les gens feront les travaux et on laisse le président Ibeka décider en dernier ressort. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Il faut quand même respecter son vis-à-vis, il faut respecter l'autre que tu appelles au dialogue. Sinon, dès maintenant, le président du Faso a ses pleines prérogatives pour prendre les décisions qui sied, quelle que soit la question. Donc, s'il nous appelle en dialogue, ce n'est pas encore pour dire bon, je suis le seul à décider de ce qu'on applique, de ce qu'on n'applique pas. Et le minimum, le pire, quand les gens disent on a cassé la baraque, on n'a pas cassé. Nous sommes allés, nous avons demandé une suspension quand on ne s'entendait pas. Nous sommes restés à la présidence parce que le président du Faso qui a initié la rencontre a dit qu'il serait à côté en cas de cas. Parce que nous n'avons ni modérateur, nous n'avons ni médiateur direct. Nous avons les deux présidents de la majorité. Vous avez refusé un modérateur. Mais le modérateur, on ne pouvait pas l'accepter, je vous en prie. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Comme nous aussi, on ne peut pas proposer un de l'opposition comme modérateur. Hassan Boyensaye est ministre, ok, mais il est il devait juste modérer, mais il est du médiation, CDP. Il n'a pas de décision à prendre. C'est dans la modération que beaucoup de choses se font, je vous en prie. Et donc, en politique, nous, on le sait. Étant donné qu'il est de la majorité, il ne peut pas être un modérateur neutre. Le chef de l'État, lui, il est le chef de l'État de tous les Burkinabés. Si nous avons accepté son initiative, il peut lui prendre de l'ascension, de l'ascendance sur tout ce débat, même si c'est lui, en réalité, qui crée le problème. Il peut estimer que ses partisans vont défendre ses positions et lui, il reste neutre au maximum pour essayer de voir qu'est-ce qui sortira d'un consensus. On a bien dit un consensus. Et c'est ce que nous avons espéré de sa part. Et le minimum, quand nous avons dit, après la pause de 4 jours, et comme il y a eu la mort de Alba Diallo, qu'est-ce que le chef de file de l'opposition a dit? Nous sommes allés rencontrer notre base, et la base a dit si, on précise bien si, les positions doivent être remises en dernier ressort au chef de l'État pour qu'il décide, nous ne prendrons pas part, nous ne pourrons pas continuer. Parce que c'est impossible. Mais nous avons ajouté si. Vous pensez qu'un médiateur, lui, il est un médiateur international. Vous pensez que chaque fois, au premier blocage, on dit basta, c'est fini, rentrez chez vous? On cherche au moins à concilier les positions. Mais la majorité a demandé à l'opposition, donc on va aller demander au chef de l'État, transmettre ce que vous venez de nous dire, et peut-être qu'il pourra statuer sur la question. Mais ils sont allés, Zéphirin et Assimi Kwanda, pour voir le président. Et la réponse, en tout cas, qui est venue, c'est que bon, le président dit qu'il vous remercie d'être venu. Et bon, comme vous ne pouvez pas vous entendre, c'est bon. Mais ça, ce n'est pas la version de la majorité, par exemple, qui dit que c'est l'opposition. Vous savez, chacun est libre. Chacun est libre. Les gens savent pourquoi ils ont convoqué donc ce dialogue. Hein? Ils ont leur raison. Nous, on est allés en toute confiance. Mais nous avons bien dit
Voici la position de notre base. Vous pensez que c'est quelque chose de préparé, ça? Mais la vitesse de croisière avec laquelle la décision a été prise in fine montre que ce n'était que ça qu'on attendait. Sinon, le minimum, le président du Faso ayant dit qu'on reste à la présidence et que lui, il est à côté s'il y a un blocage, c'était soit venir nous rencontrer, nous, l'opposition, pour comprendre, ou bien rencontrer l'ensemble pour voir qu'est-ce qui bloque, mais on ne reste pas dans son bureau pour nous dire ok, s'il y a un blocage, merci, rentrez chez vous. Il a parlé d'autres initiatives. Quel genre d'initiative? On entend de voir quel genre d'initiative. Voilà. Parce que pour nous, de toute manière, c'était un honneur qu'on dise que c'est le chef de l'État lui-même qui mène le dialogue chez lui. Il est un médiateur international, il ne peut pas rater la médiation chez lui, on le connaît. Est-ce que vous avez facilité la tâche? Mais en quoi? La preuve, on est parti. Mais même s'il y avait un blocage, vous pensez qu'au Mali, entre les forces MNLA et maliennes, et autorités maliennes, il n'y a pas de blocage? Mais vous pensez qu'on ne cherche pas de solution? On l'a cherché combien de temps à Ouagadougou, avant qu'ils ne repartent même carrément à Alger? Vous pensez que la guerre, la bagarre, la casse est la solution? C'est ce que nous ne souhaitons pas, mais si on nous y oblige, bien évidemment on y ira. Nous ne sommes pas prêts à avaler toutes les couleuvres, tout simplement parce que nous voulons la paix. Ceux qui prônent la paix, mais qu'ils le montrent à travers leurs actes, tout simplement. Même quand on croit maîtriser toutes les arcanes du pouvoir et qu'on se dit qu'on a, je ne sais pas moi, les armes et tout avec soi, le peuple est le seul plus gros serpent que quand il se réveille, personne. Aucune arme ne peut l'arrêter. Et nous ne le souhaitons pas. Et c'est à ce peuple-là que le Front républicain, par exemple, demande qu'on y aille. C'est-à-dire, puisqu'on ne s'entend pas, allons vers la consultation populaire, allons vers le peuple alors, pour décider. Vous savez, les nombrilistes qui pensent premièrement à leur intérêt personnel, leurs positions ne sont pas ma préoccupation première. La préoccupation première qui m'intéresse, c'est la préoccupation du chef de l'État. Parce que ceux qui font la politique du ventre. Parce Vous que pensez tout que c'est le cas au simplement, Front républicain? je n'en sais pas grand-chose, mais je pense tout simplement que quand on est un digne fils du Burkina, on ne pense pas d'abord à ses intérêts, à voir comment sauvegarder son pouvoir. On pense au pays, à l'intérêt supérieur de la nation. On n'est pas pressé de dire basta, il n'y a pas de dialogue et allez, c'est tant mieux. De toute manière, l'opposition a l'habitude de se comporter comme ça, de faire la politique de la chaise vide. Les autres opposants au CCRP ne sont pas allés, hein, nous y sommes allés. Donc, comme je dis, c'est le chef de l'État que nous avons élu et c'est lui qui nous doit des comptes. Les autres ne nous doivent pas des comptes. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est la dernière décision du chef de l'État qui compte. Et nous l'attendons. Si lui, sa position, c'est la position de ceux qui parlent, ben, de toute manière, on est au Burkina. En ce moment, s'il montre que la confiance qu'on lui a donnée, entre-temps, peut-être cette confiance doit être biaisée, nous serons prêts à assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à brûler le pays? Ce n'est pas à nous de brûler le pays. S'il veut brûler le pays, il le brûlera. Nous ne ferons que réagir. Nous ne ferons que défendre l'intérêt du Burkina Faso. Nous ne sommes pas prêts, notre constitution est claire, à accepter que le pouvoir personnel s'installe au Burkina Faso. C'est la plus grave entorse à notre constitution. Nous ne sommes pas prêts à voir tripatouiller notre constitution pour un pouvoir personnel. Le chef de l'État l'a dit quand il partait aux États-Unis, il s'inquiète de ne même pas voir une digne relève lui succéder parce qu'il n'en voit pas. C'est un peu gros. C'est un peu gros. Avant qu'il ne soit président, le Burkina Faso existait. Et chaque peuple sait comment créer, engendrer l'homme qu'il faut au moment qu'il faut. L'homme dont il a besoin, l'homme avec grand H. Personne n'est Dieu et personne n'est éternel. Personne n'est indispensable. Vous parlez du référendum, vous n'en voulez pas. Récemment, il y a certaines organisations de la société civile, notamment le Front de résistance citoyenne avec le professeur Luc Marius Ibriga, qui proposaient de coupler le référendum à l'élection présidentielle de 2015. Ça vous semble être une bonne alternative? Bon, nous n'y avons pas encore pensé, c'est leur proposition. À ce titre où ils pensent ainsi que le chef de l'État est d'office écarté et qu'on ne penserait pas que c'est parce que la société civile ou l'opposition ne veut pas aller au référendum par peur de perdre le référendum.
pas par peur parce que nous n'avons pas les militants suffisamment, mais certains disent tout simplement, justement, parce qu'eux, ils ont le peuple avec eux. Mais on connaît le pouvoir. Hein. Si le pouvoir a le peuple avec lui, il y a longtemps que cette loi aurait été mise en œuvre. Je remercie en cela le chef de l'État, au moins, qui n'a pas encore fait le pas. Et nous espérons qu'il restera à l'écoute de son peuple. Parce qu'aucune autre personne n'est responsable devant le peuple. Aucune autre personne n'est responsable devant l'histoire. S'il y a une tragédie. La partie qui souhaite, c'est une partie partisane. Et c'est une partie clanique, j'ose le dire. Et l'autre partie, ce n'est pas le cas? La Constitution ne nous permet pas qu'une partie de la population puisse faire l'oppression sur une autre partie du peuple. Là également, c'est proscrit dans la Constitution. La Constitution ne dit pas que l'article 37 ne peut pas être modifié. La Constitution ne le dit pas en l'état. Mais quand vous prenez un article, je vous en prie, même si vous n'êtes pas juriste, nous parlons de l'esprit et de la lettre. Nous ne parlons pas seulement de la lettre. Tout le monde connaît l'esprit de l'article 37. L'article 37, la Constitution a été élaborée en 91. Déjà, on s'arrêtait à 2 mandats fermes. En 97, on l'a relis pour sauter le verrou de 91. On a été obligé en 2000, avec la crise de la mort de Norbert Zongo, de relire encore à travers le Collège des sages pour revenir à 2 mandats de 5 ans non renouvelables. Ce qui suppose qu'on est revenu au vice sage. Pire, en 2005, le chef de l'État, les gens posaient la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en faveur du chef de l'État pour qu'il se présente. Je pense qu'il y a eu beaucoup de consensus. Et cela n'a pas fini. Au CCRP, où la majorité de ceux qui étaient là étaient pro-système parce que les autres n'ont pas voulu venir. Mais au CCRP, la relecture de l'article 37 est repassée non consensuelle. Et ceux aujourd'hui qui prônent qu'ils veulent le référendum, même s'ils sont contre la relecture, étaient au CCRP. Et ils savaient très bien que cela avait été dit, que les mesures non consensuelles restent en l'état. En dehors du discours... non, il y a eu le dernier discours du président de l'Assemblée, du président du Faso, qui n'engage pas les résultats du CCRP. Les résultats du CCRP étaient une grande consultation de la nation. Et lui seul, son discours ne peut pas remettre en cause la consultation de la nation qu'il a faite. Parce que nous sommes passés des 68, j'étais membre, à la consultation dans les régions où toutes les couches étaient là, aux assises nationales à Ouagadougou. Et d'ailleurs, j'étais celle qui s'est levée quand la diaspora est venue pour remettre en question le mode de consensus et la définition du consensus. Je me suis levée au nom de la majorité pour leur dire que nous sommes là pour les questions consensuelles. Les questions non consensuelles restent en l'état. Évidemment, j'en ai subi les affres. Et tout cela explique ceci. Mais en attendant, c'était notre position. Et la position, en ce moment, ne souffrait pas de débat. Pourquoi aujourd'hui, on va venir remettre cela en cause et pour dire que non, ce qui est non consensuel, on laisse cela à la discrétion du chef de l'État? Ou qu'on peut aller à un référendum alors que vous tous, vous avez participé au CCRP. On ne dit pas qu'on ne peut pas réfléchir. Quand on veut sauver la nation, quand on pense à l'intérêt de la cohésion et de l'union de son pays, quand on pense à la paix que chacun prône, qu'on fait chanter à Urbi Torbi, à la télé ou partout dans les médias. Mais je vous en prie, quels sont les actes qu'on pose pour le maintien de cette paix? Si on sait que le chef de l'État, d'autres nous disent même qu'il peut le faire sans se présenter, mais où est l'urgence? Pourquoi prendre le risque de mettre le feu dans son pays et ne pas laisser simplement cette révision se faire après les élections de 2015? Qu'est-ce que le chef de l'État a encore à prouver aujourd'hui qu'il n'a pas fait? Quel chantier il a à terminer? Je vous en prie. On ne termine pas ces chantiers jusqu'à aller dans la tombe. Il y a le président sénégalais, selon Jeune Afrique, qui aurait estimé effectivement face à des personnalités françaises qu'il serait bien que le président de Faso puisse poursuivre parce qu'il aura beaucoup apporté à la stabilité de la sous-région. Ça veut dire qu'au-delà du Burkina, c'est la stabilité de la sous-région qui est aussi quelque peu engagée à travers cette politique nationale du Burkina Faso. Vous savez, je n'ai pas pour habitude de répondre à des ondits.
parce que Jeune Afrique l'a dit, ce n'était pas une interview qu'ils ont fait de lui. Jeune Afrique l'a dit, il semblerait qu'il a eu des échanges avec une ministre française. Donc, je ne peux pas répondre à cela parce que je ne l'ai pas entendu dire au micro. Et deuxièmement, nous avons vu à un certain moment Guillaume Soro également parler du rôle du président du Faso dans la sous-région, qui est indéniable. Hein. J'étais quand même vice-président du Parlement de la CEDEAO, donc je sais ce que le président du Faso a fait. J'étais responsable de la gestion de la crise du Niger et je sais ce qu'on a fait ensemble pour gérer cette crise, où lui-même il disait que Tanja partait droit au mur. Et la crise malienne, nous avons œuvré ensemble. Je sais beaucoup de choses qu'il a fait pour le maintien de la paix dans la sous-région. Mais je pense à mon âme et conscience que le sort du Burkina Faso, quel que soit ce que qui que ce soit penserait, fût-ce, je ne sais pas moi, le plus grand en dehors de Dieu, bien sûr, le plus grand président, incombe d'abord au Burkinabé. La décision leur revient d'abord. Si les gens estiment que le président du Faso est aussi indispensable à la sous-région, mais qu'on nous propose justement un poste extraordinaire où on pourra le mettre là-bas et où il pourra jouer son rôle de médiation. On n'a pas besoin d'être un président pour faire de la médiation ou pour apporter sa contribution. Et d'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons une sortie par la grande porte pour le président du Faso. Mandela est resté un grand jusqu'à mourir, il n'a fait qu'un mandat. Il est resté presque incomparable, disons incomparable en Afrique. Hein. Il n'a pas eu besoin de ça. Aujourd'hui, quand on appelle l'ancien président ghanéen John Didier Rawlings, on le respecte. Mais il a laissé le pouvoir, il est parti. Il fait de la médiation. Le président Compaoré, avec toute l'expertise qu'il a eue, il peut apporter justement sa contribution à toute l'Afrique, au monde entier même. Mais justement qu'eux, ils réfléchissent en nous proposant un poste qui n'a rien à voir avec les sous-postes qu'on donne aux gens, en ne l'appelant pas médiateur, en nous aidant à résoudre cette crise, parce que lui, Macky Sall, si on avait dit ça, Ouad serait toujours au pouvoir là-bas. Donc, j'estime que je n'ose pas croire qu'il ait dit ça. Mais même s'il avait dit, je pense que la question regarde d'abord le Burkina Faso. Et si la communauté internationale, ou même nous les Burkinabés, parce que nous estimons que ce n'est pas parce que le président du Faso ne sera plus président du Faso qu'on n'aura plus besoin de son expertise. Nous aurons besoin hautement de son expertise de manière inconditionnelle et il pourra en faire bénéficier toute l'Afrique. Mais à eux de nous aider justement à trouver la porte de sortie et non de vouloir nous l'imposer parce que l'Afrique a besoin de lui comme président. De grâce qu'on le regarde, qu'on voit qu'il a donné sa vie à l'Afrique et justement au Burkina Faso. D'ailleurs, nous les Burkinabés, on se plaignait qu'il s'occupe plus des questions de la sous-région, de la région, plus que des questions du Burkina Faso. Alors, de grâce, qu'on le laisse se reposer un peu, respirer un peu, prendre un peu de force, même s'il se sent fort et très fort, et puis jouer le rôle qui est le sien jusqu'à, je ne sais pas, que Dieu lui donne plus d'une centaine d'années. Voilà. Okay. Alors, dernière partie de cet entretien, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnalités. On commence par Fatou Diendéré. C'était une camarade politique qui a de la témérité, qui se bat à sa manière. Je l'appelais plutôt ma sœur. Salim Diallo. Un homme très engagé, très entreprenant, très stratégique et parfois très carré. Je l'appelais avant qu'il était l'inconditionnel du président Blaise Compaoré. Je l'appelais d'ailleurs le Jack Bauer de Blaise Compaoré. Et c'est pourquoi cela fait réfléchir quand ce genre de personnage commence à dire ça suffit. Assimi Kouada. Un homme politique que j'ai fréquenté, que j'ai connu. Mais peut-être qu'il gagnerait à revoir son langage politique quand il parle à des opposants. Parce qu'en toute chose, nous devons cultiver les 3 R. Le respect de soi, le respect de l'autre et la responsabilité de ses actes. Et quand on est le premier responsable d'un parti majoritaire, on évite les mots qui fâchent, on laisse peut-être
aux adjoints de dire les mots qui fâchent et on rattrape cela. Et on espère qu'il se bonifiera toujours avec le temps comme du vin. Sangaré. Je ne la connais pas sur le plan politique. Je l'ai connue quand je gérais le caucus genre, où je faisais appel, où nous l'avons incité de s'intéresser à cette question pour qu'on voit plus de femmes responsabilisées, même si en ce moment elle était contre le quota genre et que nous l'y avons poussée à se battre pour le quota genre, Viviane Compaoré et moi. Aujourd'hui, elle est au devant, elle a en charge la promotion de la femme. Je lui souhaite bon vent et j'espère aussi que les postes politiques, que chacun comprenne qu'il n'y a pas de poste technique. Les postes ministériels sont des postes politiques. Et quand on occupe un poste politique, on apprend à contrôler son langage également et à être un peu politique. Herman Yameogo, pour terminer. Un vieux loup, comme on dit, qui dit qu'il est le grand bandit. Et pourtant, en face aussi, nous avons, comme les Africains le disent, les bravos de l'histoire. Et le bravo gagne toujours sur le bandit. Je le respecte bien parce qu'il est en politique depuis, il est fidèle à ses visions. Qu'on l'accepte ou pas, il s'assume. Au moins ça, tout le monde le lui reconnaît. Il s'assume et il avance. Maintenant, est-ce par la meilleure manière? Dieu seul le sait. Chaque homme politique a ses visions et ses convictions. Je ne le connais pas trop bien, mais le peu que je vois, c'est ce que je vois. Il s'assume et espérons qu'il fera mieux que son père en pensant avant toute chose à l'intérêt supérieur de la nation. Madame la Présidente, ça sera tout pour ce premier numéro de la saison 3 de Surface de Vérité. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci à vous. Mesdames, Messieurs, je rappelle que je recevais pour vous la présidente du Parti pour le développement et le changement, le PDC, Madame Sarah Sérimé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement avec de nouvelles invités. Bonsoir.